Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, c'est l'heure de notre rendez-vous nature hebdomadaire, c'est Ernie Wells qui vous parle et à mon avis, la neige est arrivée beaucoup trop vite cette année, soudaine puis abondante, puis surtout du côté nord du fleuve, dans le sud puis même dans l'ouest du Québec, mais au moins au Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie, il y en a eu beaucoup moins, puis la situation n'était pas la même partout. Mardi après-midi, j'ai vérifié sur l'île d'Anticosti, puis on me disait qu'il y avait full brouillard partout dans l'île, de l'est en l'ouest, puis il faisait 10 degrés Celsius. Alors donc, on voit bien que c'est pas les mêmes conditions que sur le continent. Comme on est au cœur de la chasse du chevreuil, la neige a un impact quand même positif. Elle déclenche la période du rut, les comportements des chevreuils changent et les techniques de chasse aussi. Donc, la neige aide la chasse fine et aussi à suivre les traces et le repérage des chevreuils. Mais il ne faut pas que la neige devienne, comme on dit, du cornflakes, craquante et bouillante, parce que là, on verra pas grand-chose. Et au menu cette semaine de Rendez-vous Nature, c'est comme l'hiver qui revient chaque année, c'est aussi le retour attendu du salon de pêche à la mouche de Trois-Rivières. C'est un événement unique qui attire des mouchards des quatre coins de la province et Gaétan Blier est l'organisateur principal et il nous en parle donc de ce 11e salon qui se tient du 22 au 23 novembre. Et aussi, là, c'est le temps du cerf, mais aussi le ministère de la Faune appelle tous les chasseurs à participer puis à contribuer sur une base volontaire et non pas obligatoire à une vaste opération de surveillance de la maladie débilitante chronique des cervidés, qu'on appelle aussi la maladie du cerf fou. Donc, j'ai une entrevue avec la spécialiste du cerf du côté de l'Est du Québec, mais qui est aussi une sommité au niveau provincial, Élise Roussel-Garneau. Pour lancer l'émission Rendez-vous Nature de cette semaine, chasser le cerf de Virginie, en Virginie, pour plusieurs chasseurs, c'est un fantasme. Et notre collaborateur, Stéphane Monette, de la ferme Monette, qui est spécialiste dans la recherche et la fabrication de leurres et produits pour les grands gibiers, vient justement de passer de l'imaginaire à la réalité. Mais lui, je pense que ça fait plusieurs années qu'il y va. Alors, Steph revient d'un long séjour de chasse du cerf dans l'Est, c'est le Midwest américain, mais pas seulement en Virginie, mais aussi en Pennsylvanie puis au New Jersey. Stéphane Monette, tu es un habitué de la chasse aux États-Unis depuis plusieurs années que tu fantasmes là-bas, oui. Pour de vrai, cette chasse-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça parce que la vie, l'entreprise nous avait emmenés ailleurs. Le plaisir de chasser l'Ouest canadien. Puis les États-Unis, c'est mon père qui m'avait initié là, à aller chasser en Pennsylvanie, au Vermont. Puis moi, j'avais continué ça après, dans mon jeune temps, aller au Michigan, puis faire pas mal d'États américains. Puis là, mes fils m'ont dit, papa, on voudrait recommencer ça. Fait que là, cette année, on s'est booké on a fait 2 segments. On a fait un segment de 15 jours dans l'Est, où est-ce qu'on a fait le New Jersey, puis la Pennsylvanie, puis le Maryland. Puis après ça, on est allé vers l'Ouest, le Midwest américain, où est-ce que là, on a fait la Virginie. On n'a pas fait l'Ohio encore, mais ça, c'est des projets de l'année prochaine. Qu'est-ce qui peut t'attirer ou qu'est-ce qui attirait ton père? Puis qu'est-ce qui va attirer tes fils maintenant à aller chasser aux États-Unis? La première affaire, le climat, parce que le climat est très agréable au mois d'octobre. Je te parlerai pas au début, parce qu'au début, on a eu des grandes chaleurs comme on avait au Québec. Okay. Mais en moyenne, on chasse dans des températures de 15 à 18 degrés dans le jour. La nuit, ça descend à 5 degrés. Fait que faire des longues périodes dans les saddles, dans les miradors, c'est hyper agréable. On n'est pas obligé d'être habillé comme des bonhommes Michelin, fait que ça, c'est ça. Ouais. Mais il y a aussi la gestion de la quantité de chevreuil. Là aussi, c'est pas pour rien qu'on va dans ces endroits-là où est-ce que le chevreuil est très abondant. Puis le premier segment du voyage, le but, c'était d'aller chercher de la viande. Okay. Le deuxième segment du voyage, c'était d'aller plus pour les bocs matures parce que la gestion était différente en Virginie. Mais ça a très bien été. Là. On a fait en masse de récolte. C'est tout à l'arc, bien entendu, parce que souvent, les endroits où est-ce qu'on va, c'est des endroits qui sont proches des villes, où est-ce qu'ils veulent un contrôle, plus de contrôle, mais les armes à feu sont pas permises, ou sont permises très, très, très restrictivement, là, tu sais. Mais c'est surtout à l'arc. Fait qu'on s'est amusé à tirer des flèches puis à récolter du chevreuil. Mais là-bas, j'imagine que c'est le phénomène doit être comme au Québec aussi. Le phénomène du rut doit exister, mais pas à des températures de 15 à 18 degrés. Là.
oui, la même affaire. Même ça chose. change rien, Ernie. Même chose. Ouais. Quand, tu vois, on est arrivé, là, ça va faire à peine 2-3 jours là, qu'on est arrivé. Ouais. Puis le RUT était commencé à la même date que nous autres. C'était pareil, la même chose. Les bocs commençaient à chasser. Tu sais, on a pogné... Moi, j'aime ça, chasser beaucoup le pré-RUT. Okay. Parce que là, les mâles sont très réceptifs sur le call, sur le rattling, sur ce genre d'activité-là. Ouais. Fait que, ben, c'était la même affaire qu'ici. C'est pareil. Ils ont peut-être, je te dirais, une semaine de décalage avec nous autres. Mais c'est identique au Québec, avec un habitat un peu différent parce qu'on chasse beaucoup de forêts matures de chênes. Il n'y a pas beaucoup de conifères. C'est plus des arbustes un peu différents de nous autres. Mais c'est exactement comme le Québec, mais avec pas de neige. Moi, c'est ça de même. Ouais, mais aller passer 3 semaines aux États-Unis, dans les États que tu viens de mentionner, c'est sûrement un immense travail de préparation. Puis ça prend les permis, puis ça prend aussi le passage aux douanes avec les armes. Ouais. Les arcs, c'est moins pire qu'une arme à feu, mais quand même, c'est beaucoup de préparation. Ben, c'est la différence, tu sais, mon travail de chasseur, OK? D'aller dans ces endroits-là, c'est complètement différent de ce qu'on connaît de faire la chasse au Québec. Ouais. Parce que les premières journées sont consacrées complètement juste à la prospection. Okay. À installer des caméras, à venir faire des sites de provocation, mettons avec les leurres, à mettre du préorbital, faire des faux grattages, faire des faux frottages, à trouver les endroits de nourriture, à trouver les dortoirs. Les caméras de surveillance sont impératives parce que là, puis tu sais, à cette heure avec les caméras cellulaires, on sauve beaucoup de temps encore. Fait qu'on devient beaucoup plus productif rapidement. Tu sais, mettons un voyage comme on a fait là, que tu arrives pour la première fois, c'est une année... La première année, tu ramasses pas grand-chose. La deuxième, troisième année, tu y retournes. Là, tu viens à bout de faire de quoi qu'il y a du bon sens. Tandis que là, avec les caméras de surveillance, en dedans de 3-4 jours, on était settlés. On avait trouvé les mâles qu'on voulait. On avait trouvé les troupeaux chevreuils qu'on voulait. On avait juste à s'installer sur les passes. Puis là, après ça, les chasser pour pouvoir les récolter. Mais quand tu passes aux douanes, aux frontières, ça passe bien, même surtout depuis l'arrivée de monsieur on sait qui, là. Oui, les chasseurs, surtout les chasseurs à l'arc. Oui, c'est ça. Quand tu te présentes aux Américains puis tu leur dis, ben écoute, on s'en vient chasser, moi j'avais encore une meilleure excuse en leur disant que j'étais avec mon fils. Fait que, tu sais, on a passé avec le motorisé, le véhicule, tout le kit, dire, ben écoutez, on s'en va à la chasse au chevreuil, ils te demandent où. Puis là, la deuxième question, c'est, avez-vous des armes à feu? Non, on chasse à l'arc. Fait que là, ben, ils te regardent en voulant dire, oh, toi, t'es pas dangereux, t'es que tes arcs, tes flèches, ben ouais, passe, puis va-t'en à l'autre bord, puis y a pas de trouble, là. Oui, mais justement, quand le garde frontière te dit où vous allez chasser, là, tu nommes les États, mais où tu chasses là-bas chez un pourvoyeur, dans les territoires publics? Non, seulement dans les territoires publics. Okay. Parce que moi, ce que je me suis aperçu dans les dernières années, mais tu sais, Ernie, les États-Unis, c'est pas comme nous autres, là. Bon, moi, faire un parallèle, OK? Ce qui est semblable, c'est ils appellent ça des game lands, OK? Où est-ce que le gouvernement fait une gestion pour le cerf de Virginie. Ça serait l'équivalent, nous autres, des ZEC, OK? C'est à peu près ça. La grosse différence, c'est que c'est gratuit. C'est aménagé. Fait que chacune des endroits où est-ce qu'on est allé, il y avait un champ de tir pour les tireurs à l'arc, il y avait un champ de tir pour les tireurs à carabine gratuit. Puis là, tu vas chasser. Ce qui tu ne peux pas faire, c'est t'accaparer un territoire. Fait que quand tu arrives dans un state game land, mettons comme tu arriverais dans une ZEC, ben tu rentres dans le bois, puis si tu vois qu'il y a un mirador d'installer, tu vas juste te placer plus loin pour pas déranger le chasseur. Puis quand les chasseurs, on se rencontre en forêt, il y a zéro animalité. Tout le monde est très, très, très convivial. Écoute, j'étais même surpris que des gars m'ont dit « Hey, t'es ici, t'as-tu vu tel boc et tel boc? » Non, pas encore. « Attends, on va te les montrer. » Le gars sort son téléphone. « Garde, où je t'es, là, toi, moi, je suis juste plus bas. Il y a ce boc-là, ce boc-là, ce boc-là, ce boc-là qui est dans le coin. Ben, je suis content de savoir que toi, t'es là. Moi, chasser en bas. Puis inquiète-toi pas, puis il n'y aura pas de problème, puis ça va bien aller. Puis tout va être correct. » Mais là, sont-ils plus accueillants parce que tu es Canadien, puis on sait que les relations, même chez la population, les populations qui sont en bordure, justement, des lignes, sont plus accueillantes parce que les Canadiens ont comme boudé les États-Unis maintenant. Là, donc, ils sont plus accueillants pour ça, peut-être? Ben, moi, en tout cas, j'ai pas eu de problème. OK, je vais être franc avec toi. Tu sais, moi, je suis un gars, je parle quand même bien anglais. Fait que j'ai été capable de parler avec les Américains. J'en ai même eu un, c'était drôle, là, parce que quand j'ai dit que j'étais Canadien, il disait, hey, nous autres, on les aime, les Canadiens. Fait que j'ai partagé, là, tu sais, il disait, ben,
Je comprends ta nuance, là, tu sais, là. Mais j'ai pas une fois, même dans les boutiques, tu sais, parce que souvent, où est-ce que tu vas avoir des bonnes informations, c'est dans les boutiques, dans les beaux shops, là, où est-ce que les gens vendent des arcs. Puis là, ben, tu sais, on rentrait, tu sais, ils voyaient bien par mon accent québécois, mélangé avec mon anglais, que j'avais un accent. Puis il n'y avait aucun problème, là. C'est très gentil. Puis, tu sais, je demandais parce que avoir été, tu sais, on était parti un mois. Fait que en un mois, on a réussi à se faire des contacts, à maintenant avoir des permissions sur des terres privées, puis toute l'équipe. Puis c'était souvent les beaux shops qui nous disaient « Hey, Stéphane, il n'y a pas de problème. Tel monsieur, il en veut du monde qui veut chasser parce que lui, il a trop de femelles sur ses terres, puis il veut que tu ailles les chasser. » Puis là, ben quand on rencontrait le fermier, on lui demandait « C'est quoi vos spécifications? » Ben, je veux pas. Puis tu sais, eux autres, la loi, souvent, ce qu'ils respectent beaucoup, c'est tu tires pas un chevreuil que le panache est en dedans des oreilles. Okay. C'était pas un nombre de points, il fallait qu'il y ait plus que 14 pouces de large. Fait que là, ben, imagine la gestion, comment est-ce qu'elle est intéressante, comment est-ce que c'est le fun. Puis, c'est ce qu'on réclame depuis des siècles ici au Québec, d'avoir une restriction. Oui, on est un peu archaïque au Québec. On est un peu archaïque. Je sais, mais là, comme tu dis, vous avez récolté 10 chevreuils, autant surtout des femelles, je pense que oui, on a récolté 2 mâles matures, 2 vrais beaux bocs, puis le reste, ça a été des femelles. C'était pour la viande. Puis ça, pour revenir au Canada, j'imagine que c'est un peu comme quand les Américains vont chasser sur Anticosti. Il faut que les chevreuils soient débaunés, donc toute la viande autour de l'os, là. Exactement. Puis on est tous équipés, nous autres, pour faire ça. T'sais, on est habitués de voyager. Dans le motorisé, on avait le hachoir, la machine à sceller. Fait à toutes les fois qu'on récoltait un chevreuil, c'était automatique. On l'amenait à la roulotte, on refroidissait la viande. Après ça, on le désossait, on préparait nos morceaux de viande, on les scellait, on faisait notre steak haché. Tout était fait. Puis après ça, quand le chevreuil était terminé, là, on repartait, puis on retournait à la chasse en allant chercher un autre. Oui, tu faisais boucherie, puis tu avais des congélateurs pour placer tout ça, oui? Oui. Ben là, c'est pour ça qu'on avait descendu avec la roulotte. Fait que le congélateur de la roulotte nous permettait de pouvoir geler un chevreuil en dedans de 24 heures. Puis après ça, on est tout équipé avec des glacières. Fait que là, ben, tu prends ta viande, tu la mets dans les glacières, elle est gelée. Puis les glacières à ce stade sont tellement performantes que la viande reste gelée tout le temps. On la vérifiait parce que le premier voyage qu'on a fait, il faisait chaud. Puis il y a eu une fois là, où est-ce que dans les glacières, ça commençait à dégeler un peu. Fait que là, on faisait une rotation. On prenait la viande, on la remettait dans le congélateur, on remettait ça dans les glacières. Puis c'était juste une petite question de gestion, mais très, très facile à faire. Puis très efficace aussi. C'est beaucoup de petits détails quand même. Hein? C'est toute une organisation. Puis c'est pas n'importe qui va là. Je pense que non, c'est ce que je me suis aperçu parce que, tu sais, on en a parlé longuement sur les réseaux sociaux. Les gens nous suivaient dans notre voyage, puis toute l'équipe. Puis à un moment donné, il y en a qui disaient « Hey, on aimerait ça faire ça avec vous autres. » Puis quand on parle de ce qu'on le disait, ce qu'on vient de parler, moi puis toi, ils disaient « Oh my God, je suis pas encore prête à faire ce genre de voyage-là. » Là, tu sais. Fait que non, c'est pas donné à tout le monde. Que ce soit juste pour la prospection, tu sais, de trouver des endroits. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme ici. Hein. Si tu rentres sur un terrain privé, puis t'as pas la permission, ils ont le droit de tirer à vue, eux autres, là. C'est pas comme nous autres, là. Puis même la police a pas le droit d'aller mettre les pieds là, c'est un terrain privé. Fait que tu comprends bien vite. Puis ça amène à comprendre les lois, parce que, mettons, tu tires un chevreuil, il faut que tu planifies ça, vu qu'on est à l'arc. Ben, mettons, on tire un chevreuil, puis si le chevreuil va mourir sur un terrain privé, t'as pas le droit d'aller le chercher, là. Fait que là, faut peut-être demander la permission. Puis si la personne te dit je veux pas, ben c'est too bad. Tu peux pas aller chercher ton chevreuil. C'est des nouvelles lois, mais il faut que tu apprennes vite. oui, t'apprends, mais ça file. Ça file pas sur le bon bord. Puis tu sais, ça nous est arrivé une fois qu'on a tiré un chevreuil qui est allé mourir sur un terrain privé. En se rendant, ça vient de trouver à qui appartenait le terrain, on a rencontré un agent de la faune. Fait que là, on lui a demandé, écoute, on peut-tu aller là? Puis là, il nous avait bien averti, il dit, écoute bien, s'il te donne pas permission, là, tu mets pas les pieds là, puis même moi, je peux pas aller chercher ton chevreuil. Là. Oublie ça, t'oublies ton chevreuil. Là. Fait qu'il a fait, oh, OK, c'est de même, vous autres. Oh, c'est comme ça. Puis, heureusement, là, la madame était très gentille. Puis elle était contente qu'on ait tiré un chevreuil. Elle était tannée de se faire manger ses rosiers par les chevreuils. Fait qu'elle était contente. mais là, on parlait de la venaison que tu pouvais rapporter. Est-ce que tu peux aussi rapporter la tête du cerf ou ben non, juste les bois? C'est que ça marche comment? On ramène ce qu'on fait, admettons que j'aurais tué un méga trophée puis que j'aurais voulu ramener la peau. Là, dans ce temps-là, il faut apporter la peau chez un taxidermiste, il faut qu'il la tanne.
OK? Ce qu'on appelle un tannage mouillé. OK. Là, tu peux ramener la peau. Puis pour le panache ou le crâne, il faut qu'il soit bouilli. Il faut OK. qu'il soit complètement prêt à être utilisé comme un bibelot, si tu veux. OK. Fait qu'encore là, on a tous les chaudrons, on a tout ce qu'il faut, nous autres, pour faire chauffer ça, puis préparer ça. Puis... Fait que quand on passe le border, qu'on rentre au Canada, ou même quand on passe d'État en État, on est complètement légal. Les chevreuils sont toutes prêtes, tout est fait, tout est arrangé, puis il n'y a pas de problème. OK. Pour les bois, tu parles d'un crâne blanchi, là, comme on dit. Là. Oui, exactement ça. C'est exactement ça. Mais là, toi, tu chasses, bien sûr, tes fils ont chassé, mais tu es aussi un spécialiste en recherche puis fabrication de leurre puis de produits pour le cerf. J'imagine que quand tu vas là-bas, ben, tu vas aussi pour élaborer des nouvelles techniques puis peut-être même expérimenter des nouveaux produits. Oh que oui! Bien sûr, sûrement. Oh que oui. Ben oui. Attendez-vous en 2026 à avoir, je veux pas dire une révolution parce que je n'ai pas la prétention de ça, Ernie, là, mais on arrive avec de quoi de nouveau pour chasser le chevreuil qui va être intéressant pour les gens, puis surtout très efficace. Là. C'est ça qui est vraiment le fun. On a documenté ça, on a beaucoup de photos de caméras de surveillance. On l'a essayé aux États-Unis, on l'a essayé au Québec. C'est des tests de plus que 3 ans. Mais là, avec ce qu'on a fait en 1 mois aux États-Unis, là, ça nous a aidé à avancer beaucoup plus vite. Méchant job, Ernie. Oui, c'est ça. Le souris vient de sortir de la sacoche. Là. On le voit, là. Ma blonde ne peut pas dire rien. On dit qu'on s'en va travailler, nous autres, quand on va faire ça. Fait que tout va bien dans ce temps-là. Oui, comme disait Bellemare, c'est pas un métier facile. Ah, c'est pas facile. C'est ça. Mais là, tu es de retour au Québec, c'est la période du chevreuil. Est-ce que là, tu chasses quand même? Est-ce que tu vas aller à la chasse? Oui, la même chose. Ben là, en fait, vu qu'on a passé plus de temps aux États-Unis, on a eu le temps d'un peu moins préparer ici au Québec. Ouais. Fait que là, ben, on fait la même technique qu'on a faite aux États-Unis. Même si c'est des terres qu'on connaît, on a un avantage parce qu'on connaît le bois. Mais là, on a commencé à faire nos micros à poules, nos caméras de surveillance sont installées. Puis, tu sais, comme je te disais, hors d'onde, avec les récoltes qu'on a faites cette année, on est très sélectif au Québec. Là. Si on a un chevreuil à récolter, ça va être vraiment un beau mâle. Sans ça, cette année, on va laisser la chance aux jeunes chevreuils de grossir pour les prochaines années. Oui, parce que là, vous avez de la venaison en masse pour passer l'hiver, puis même vous rendre jusqu'à l'automne 2026. On va passer un beau Noël cette année, ça va bien aller. Puis là, Québec vient le ministère de la Faune, il vient de lancer une vaste campagne de surveillance de maladies débilitantes chroniques, la MDC chez le cerf. Toi, tu as vécu ça un peu dans les Laurentides, il y a 7 ans passés, là, quand il y avait eu l'élevage de cerf, puis tout ça. Puis là, ils reviennent avec un contrôle vraiment quand même très serré, même au Bas-Saint-Laurent où il n'y avait jamais eu d'opération de surveillance, il y en a maintenant. Puis, qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu sais, j'arrive des États-Unis, hein, puis eux autres, ils l'ont vécu fois 1000, ce que nous autres, on a vécu, OK? Ouais. Puis là, il y a 2 camps là, qui s'est formé par rapport au MDC. Tu as le côté gestionnaire, biologiste, tout le kit qui vient dire qu'il faut contrôler, il faut faire attention, tout le kit. Mais si tu regardes bien le MDC, là, à part que ça va réduire les troupeaux d'animaux quand il y en a trop, il n'y a aucun autre impact négatif qui se fait. En fait, il n'y a aucun impact négatif sur la faune, sur les animaux qui vont le manger, puis il n'y a aucun impact négatif sur l'être humain. Si, admettons, tu tues un chevreuil, puis que le chevreuil a la maladie débilitante chronique, puis que le chevreuil il avait de l'air bien, puis que tu manges la viande, il n'y a aucun danger pour l'être humain, ça ne se transmet pas. Non. OK? Fait que là, aux États-Unis, ben, de plus en plus, ils sont contre cette façon de faire-là, d'enlever beaucoup de chevreuils, de faire trop de tests, de mettre des millions en recherche là-dedans qui vont donner, en fin de compte, à rien parce que c'est Mère Nature qui décide de contrôler ce qui arrive et ce qui est en contrôlé. Fait que là, ben, puis là, après ça, moi, j'ai été impliqué de très, très proche dans cette maladie-là avant qu'elle arrive au Canada parce que, à cause des élevages de chevreuils qu'on a, on le savait qu'elle existait, la MDC, puis on était sur des programmes d'enlever les cervelets des chevreuils qu'on avait quand ils décédaient, quand on les récoltait, puis d'envoyer puis faire des tests, puis ça a tout le temps été négatif, heureusement. Mais tout ça pour te dire que je pense sincèrement que c'est de l'argent pitché à l'eau pour le moment. De faire ce contrôle-là, premièrement, on n'a pas assez de chevreuils au Québec pour faire ça. Un balancement de chevreuils environ à peu près, je te dirais, c'est 15 à 20 chevreuils au kilomètre carré de plus. En bas de 2 cerfs au kilomètre carré, il n'y a aucun problème. C'est impossible que la maladie soit transmise. La MDC, là, ça peut prendre... Le chevreuil peut avoir le prion en difficulté, si tu veux. Là. Ça peut prendre 2 à 3 ans avant que la maladie se déclare officiellement. Mais il y a le temps, lui, dans ses selles, dans son urine, il y a le temps de contaminer les autres chevreuils. Puis là, c'est la mort assurée à ce moment-là.
Oui, mais le problème, Ernie, c'est que ça en prend du chevreuil pour se contaminer. S'il n'y a pas assez de chevreuil dans un secteur, il n'y a pas de danger de contamination, il n'y en a pas assez. On est mieux de prévenir que guérir, parce qu'il reste quand même que si, justement, dans les endroits où il y a peu de chevreuil puis que la MDC s'introduisait là, il va y avoir, tout le troupeau va disparaître au complet, là. C'est pas ça qu'on a dans les études. Fait que, tu sais, là, où est-ce que le gouvernement veut s'en aller avec ça? On a peur de perdre ce qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas de densité de chevreuil, premièrement. Avant, moi, là, je te dis mon opinion d'éleveur et mon opinion de chasseur. Ouais. Avant de mettre de l'argent à faire ce contrôle-là, on devrait prendre l'argent et à faire une gestion saine du cerf de Virginie, de là commencer à augmenter les troupeaux. Puis là, quand les troupeaux seront balancés et augmentés, là, peut-être penser à avoir la MDC. Mais là, ces tests-là qu'ils font présentement, c'est juste en prévision de qu'est-ce qui se passe à 150 km de nous autres aux États-Unis ou dans le Maine ou au Nouveau-Brunswick. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, avant de mettre de l'argent là-dedans, je mettrais de l'argent bien ailleurs, je mettrais mes énergies bien ailleurs à faire un bon contrôle du chevreuil. Puis quand les troupeaux ont augmenté, parce que là, de ce qu'on a comme étude, il n'y en a pas assez de chevreuil pour pouvoir se contaminer. Fait que même s'il y a du chevreuil qui a de la MDC, le risque qu'ils se contaminent entre eux autres, il est minime par rapport à ce qui pourrait arriver. Mais tu sais, comme je te dis, moi, au lieu d'en tuer 2800 chevreuils, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais dit la première année, on va prendre tous les chasseurs qui sont dans le coin, on va au moins vérifier les chevreuils qui vont y tuer, récolter. Puis là, il y aurait eu tout de suite l'expertise à la fin de la chasse. Puis à la fin de la chasse, Ernie, là, ça aurait été facile de faire un clean-up de chevreuil s'il y aurait eu du MDC. Les chevreuils auraient tous été des ravages. Oui, le faire après chasse et non pas avant chasse. Ben oui, absolument. Fait que tu sais, ça aurait été une gestion plus intelligente, comme ils font un peu présentement, parce que je le sais qu'au Michigan, là, il y a des des grosses protestations sur la façon qu'ils font ça. C'est arrivé aussi en Saskatchewan, où est-ce qu'ils sont pas d'accord. Ça a été, tu sais, on dirait que le gouvernement, certains biologistes ont pogné panique avec ça, au lieu de dire, regardez, là, on verra pas fou, on est capable de réagir rapidement, mais différemment. C'est peut-être un petit peu d'argent dépensé pour rien. En tout cas, selon moi, là, on est bien ailleurs de faire d'autres gestions bien différentes. Il y a d'autres maladies qui s'en viennent à Ernie, parce qu'aux États-Unis, ils sont pognés avec d'autres maladies, le Blue Tongue, puis aussi le IHC là, qui est donné par les insectes. Là. Ça, pour eux autres, c'est bien plus catastrophique que le MDC présentement. Oui, mais en 2024, c'est quand même récolté 69 235 chevreuils au Québec. C'est une hausse de 10 par rapport à 2023. Puis le succès de chasse pour un premier chevreuil pour un chasseur, c'est 40 Fait qu'il faut qu'il y en ait du chevreuil. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas la qualité. On pourrait avoir mieux. De la façon qu'on est là, on pourrait avoir mieux. Puis on vit présentement un fort débalancement de cheptel. Où est-ce que ça amène de la chair, ça amène beaucoup de problèmes sur les naissances. Tu sais, le chevreuil Ernie, là, on n'a pas grand-chose à inventer sur eux autres parce qu'ils sont hyper étudiés. Tu sais, moi, je chassais, là, j'étais à côté de l'Université de la Virginie, là, où est-ce qu'ils ont des state gamelands qui leur appartiennent, puis ils font des études sur le chevreuil, puis t'as des gars qui font des doctorats sur le site de Virginie. Fait que, tu sais, on est ailleurs, là, dans le chevreuil avec eux autres. Fait que, on pourrait se servir de ça pour prendre des décisions éclairées, intelligentes, je pense, en tout cas, puis qui pourraient être bon de tous les sens, là, tu sais. Je le sais que la récolte au Québec, elle est bonne, mais elle pourrait être, de qualité, puis le troupeau pourrait être plus en santé qu'il est là présentement, mais ça, c'est un gros débat, hein, tu le sais. Ça fait combien d'années qu'on se bat pour ça, Ernie? Oui, je le sais, mais tu vois, là, on est rendu avec un ancien ministre de l'Éducation qui est ministre de la Faune, Bernard Drainville. Je suis pas sûr qu'il connaît la différence entre un chevreuil et un orignal. Puis, tu sais, ça fait des années et des années qu'on réclame la restriction de la taille légale des bois. Puis là, j'ai essayé de communiquer avec Uni pour la faune. Peut-être que ça n'existe plus, je ne sais pas. Mais Luc Brodeur... Les gars sont durs. Ouais, les gars sont durs. Ben, tu sais... Le gouvernement a fait son œuvre dans cette association-là comme d'autres. Là. Ils les ont étirés. Les gars se sont tellement donnés pendant 15 ans. Puis ils sont tannés. Ils sont tannés complètement. Ils sont tannés parce qu'il n'y a rien qui avance. T'sais, écoute, Ernie, entre moi et toi, là, ils ont de la misère à bien gérer la santé. Ils ont de la misère à gérer les routes. Le cerf de Virginie puis l'orignal, là, ça doit tomber pas mal en bas de liste dans leur affaire. Là, c'est bien sûr. Alors donc, Stéphane Monette, merci de nous avoir raconté ton périple aux États-Unis. Ah, c'était le fun. Tu y retournes l'an prochain aussi, j'imagine que oui. Ah, le goût est là, maudit, en tout cas. Quand est-ce que tu organises un autobus, que tu ne remplis pas un autobus de chasseurs? Oh my God, si tu savais les demandes que j'ai eues, c'est drette ça, mais tu sais, c'est un voyage familial entre père et fils, fait que ça va rester entre père et fils, probablement. Okay, la famille, c'est bien important. Continue comme ça. Et oui.
oui. C'est bon, Ernie. Je te remercie beaucoup, puis je te dis à une prochaine fois. Hey, merci, à plus tard. Salut, bye. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Boc Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boc Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour au Rendez-vous Nature, c'est un événement qui, comme l'hiver, revient à chaque année, mais contrairement à la saison froide, on se retrouve dans un air d'été, avec des mouches, mais pas besoin d'insecticides, avec un plan d'eau qui est pas gelé du tout. Je parle bien sûr du Salon de pêche à la mouche de Trois-Rivières, un événement annuel qui attire des moucheurs des quatre coins de la province et qui se retrouvent en Mauricie, donc à Trois-Rivières, pour échanger sur leur passion et rêver à la prochaine saison. Gaétan Blier est l'organisateur principal de ce 11e Salon de pêche à la mouche 2025. Gaétan Blier, vous êtes aussi vice-président de la Société mauricienne des pêcheurs à la mouche de Trois-Rivières, même si de par son nom, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair, on parle de mouches artificielles pour la pêche, mais parlez-nous de cette organisation, sa raison d'être, ses objectifs. Bien, c'est une société qui a débuté ça va faire 50 ans l'année prochaine qui s'en vient que la société existe, qui regroupe des amateurs de pêche à la mouche. Donc, on a des gens, ça fait des plus de 50 ans qui sont avec nous, et des nouveaux qui commencent à apprendre à monter des mouches ou les rudiments de la pêche à la mouche. Donc, on se rend compte à peu près aux 2 semaines, à partir du mois de septembre, aller jusqu'au mois de mars, fin mars, et ensuite, on a des activités extérieures. C'est quoi le secret pour une organisation comme celle-là d'être aussi active et de garder toujours l'intérêt depuis 50 ans? Je crois que c'est l'effervescence ou la passion. La passion des gens qui se tournent vers la pêche à la mouche. Puis c'est une activité là, qui est facile d'accès, puis qui n'est pas si difficile à apprendre. Les rudiments sont assez de base. Ça fait des centaines d'années que le monde pêche avec une canne et des mouches. Puis ça a l'air comme tout nouveau, mais en réalité, c'est une méthode qui date de plusieurs années. Moi, j'ai déjà dit, puis je continue de le dire, que la pêche à la mouche, c'est comme le golf. Hein? C'est plus que tu joues au golf, plus que tu deviens bon, la pêche à la mouche, c'est la même chose. Oui, effectivement. Mais dites-moi, là, c'est la Société mauricienne des pêcheurs à la mouche. Donc, elle est venue au monde, bien sûr, avant votre salon, mais de pêche à la mouche qui se tient bientôt, là,
les 22 et 23 novembre. Et qu'est-ce qui a motivé la création de ce salon? Et un de nos présidents dans le temps, Roger Ménard, avec quelques autres membres, qui allaient voir un salon de pêche à la mouche dans l'État de New York. Okay. Puis, c'est sûr que l'envergure du salon, comparé avec le nôtre, n'est pas tout à fait le même. Donc, la clientèle est beaucoup plus nombreuse. Puis, c'est un gros salon. Et l'idée est partie de là. Les gars, en revenant de New York, ont dit, pourquoi qu'on ne fait pas ça? L'idée est partie comme ça. Il y avait dans le temps un salon à Granby, mais qui était un peu différent de ce qu'on faisait. Puis Granby, éventuellement, a arrêté de faire le salon, puis nous, on a complètement embarqué dedans. Donc, je pense qu'on a chevauché une année avec eux autres, puis depuis ce temps-là, on a le salon, là, c'est la 11e édition là, cette année. Oui, c'est ça, c'est que vous avez pris votre organisation, vous avez pris, mettons l'idée là, du côté des États-Unis, du côté américain, mais au Québec, vous demeurez toujours actuellement un événement qui est unique, mais c'est pourtant, puis vous en avez fait la preuve, c'est pourtant le genre de salon à succès qui attire aussi la compétition. Qu'est-ce qui fait que vous détenez encore le monopole de ce salon? Je crois que c'est parce qu'il est unique dans son genre. On a d'autres salons de chasse, pêche et camping, mais qui mènent qui a un plus large éventail à présenter. Nous, on a décidé vraiment de focusser sur notre passion. Puis, c'est ce qui fait que le salon fonctionne bien. Les compagnies ou les fournisseurs sont emballés à chaque année de venir au salon puis présenter leurs nouveaux équipements et tout ça. On parle de pêche. On parle pas nécessairement de bateau. On n'a pas de type là, de caravane ou de ce qu'on retrouve dans les salons là, conventionnels. Donc, on est vraiment axé, focusé sur la pêche à la mouche. Oui, c'est ça. C'est pas un salon de plein air, camping, chasse et pêche. C'est uniquement la pêche à la mouche. Mais quand même, vous avez une bonne clientèle. Je vois que cette année, vous avez 65 kiosques d'exposants spécialisés. Tous des produits, bien sûr, reliés évidemment à la pêche. Mais il y a aussi beaucoup de démonstrations. Ça m'a étonné de voir qu'il y avait même des conférenciers. C'est quand même un aspect important de l'événement parce que les gens vont pas là juste pour voir, comme on dit, puis ils vont pas là juste pour acheter, mais ils vont là aussi pour entendre des spécialistes parler avec eux de leur passion, des trucs et tout ça, là. Oui, effectivement. On a durant la journée du samedi et du dimanche, on a des conférenciers qui viennent nous parler. Cette année, on a Claude Deldéry, qui est un type qui pêche depuis les années 70, qui va nous parler comment pêcher la truite en rivière. Tout le monde a accès à des rivières, mais comment tu l'approches, cette rivière-là? Puis on a un type comme Luc Hervé Blouin, qui est un guide passionné, qui va nous parler là, de comment maximiser la pêche avec une sèche pour le saumon. Jacques Kiroux, qui est un gars du Québec et qui est maintenant au Nouveau-Brunswick, puis qui va nous parler là, de comment monter un catterbug, qui est un type de mouche. Mouche à saumon, ça. Oui, exactement. Et cette année, on a un retour avec Myriam Bergeron qui va nous faire un statut sur l'état de la pêche au saumon, sur le saumon de l'Atlantique. L'an passé, on avait eu une introduction avec André Paradis et le président du Saumon Québec. Puis cette année, elle va nous faire une mise à jour là, sur l'état du saumon. Puis on a une nouveauté cette année qu'on a baptisé le Fish and Chips, et en fin de compte, un panel de discussion qui est animé par Gildo Conté. Puis Gildo va mettre en débat de fausses croyances. Puis on a Rémi Briet qui va venir défendre sur les points, Jean-Pierre Martin qui est un instructeur expert en pêche à mouche, puis Luc Hervé Blouin qui vont débattre sur ces croyances. Donc ça, c'est nouveau. On a bien hâte de voir ça. Ça va être un genre de table ronde le dimanche matin.
Ah, c'est bon, ça, c'est une bonne idée, ça. Mais il y a aussi, vous avez parlé de votre spécialiste là, qui pêche en rivière depuis des années, là, mais en même temps, ça m'amène à vous parler aussi de Rénal Ménard, là, qui, lui, est un spécialiste de la technique du spey casting, là, et ça fait 20 ans, puis donc, les deux sont reliés parce que pêcher en rivière nécessite l'usage du spey pour pouvoir se sortir parfois de passage ou de mérins étroits dans une rivière. Donc, avec le spey, c'est conçu pour ça, c'est élaboré pour ça, puis la technique est pour ça, là. Oui, effectivement. On a cette année, on a toujours un bassin, puis c'est vraiment un beau bassin là, de 16 pieds par 60 pieds de long. Puis ce bassin-là, cette année, bien, on a été capable de créer des courants contre-courants. Ah oui. Donc, et on va avoir une simulation là, de poissons à l'intérieur. Et Rénal et Ménard et Jean-Pierre Martin vont faire des démonstrations de lancer au bassin. Donc, c'est vraiment là, avoir, on l'a appelé bassin 2.0. Donc, c'est complètement différent. Puis, Jean-Pierre, lui, va faire la démonstration lors de lancer en rivière. Puis, Rénal va faire des démonstrations de lancer spey en rivière. Oui, mais c'est vraiment intéressant, là, ce bassin, parce que les gens, en même temps, voient les professionnels s'exécuter, mais en même temps, on voit aussi l'effet de la mouche, surtout la mouche sèche, là, qui est utilisée, donc, pour les amateurs, puis aussi les non-initiés, parce que moi, j'ai toujours dit, dès que tu connais ou tu commences à pêcher à la mouche, c'est peut-être ardu au début, mais rapidement, tu y prends un goût, puis après ça, tu ne veux plus rien savoir des verres, puis des leurres, des cuillères, ces choses-là, là. Effectivement. C'est vraiment... moi, j'adore pêcher à la mouche. Vous n'avez pas à me convaincre là-dessus. Oui. Mais une chose qui est sûre aussi, c'est que le bassin est là pas juste pour nos experts, mais aussi pour le public qui veulent essayer des produits, une nouvelle canne, une nouvelle soie. Ah oui. Donc, ils peuvent aller au bassin avec être accompagnés et essayer cette nouvelle canne ou ces nouvelles soies. Ah donc, oui. C'est ouvert au public, là. C'est pas un bassin qui est fermé, là. Mais dites-moi, avec autant de participation extérieure du salon, puis aussi, donc, avec l'engouement, puis même, comme vous dites, même dans les écoles, on s'intéresse à la pêche à la mouche, c'est parce que la Mauricie a beaucoup de lacs, beaucoup de rivières, qui fait que ça en fait un genre de paradis de la pêche à la mouche? Je pourrais vous dire qu'on est chanceux de ce côté-là pour avoir accès à plusieurs lacs, rivières. Oui. Mais on a la Société mauricienne des pêcheurs à la mouche, on a des membres de la région de Montréal, des membres de la région de Lévis, Québec, Sherbrooke. J'ai des membres qui viennent un peu partout à travers la province. Ah, c'est bon. Donc, c'est vraiment là... On est chanceux là-dessus. Mais dans la région de Montréal, tu as les associations de monteurs de mouches de Montréal qui est énorme. À Québec, le Casting Club de Québec qui est énorme. Donc, ce sont des grosses organisations qui prêchent. Et ces gens-là se retrouvent chez nous aussi au salon. Ils sont vous pouvez les rencontrer directement au salon parce qu'on les emmène avec nous au salon. On n'est pas en compétition avec eux autres. On a d'ailleurs là, une place pour eux autres. Et cette année, on a aussi les mouteurs endiablés de Mont-Tremblant qui vont être là. Fait que c'est vraiment des organismes qui c'est vraiment focusé sur la pêche à la mouche, mais à travers de la province. Oui, alors c'est un salon qui, cette année, pour la 11e présentation, promet d'être diversifié, très intéressant, beaucoup de conférences, beaucoup d'animations, beaucoup de spécialistes, beaucoup de stands spécialisés, 65 kiosques. Alors donc, ce salon de pêche à la mouche de Trois-Rivières se tient les 22 et 23 novembre à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Ça, c'est sur l'avenue Gilles-Villeneuve. Et le salon est ouvert le samedi de 9h à 17h et dimanche de 9h à 16h. Alors, Gaétan Blier, vice-président de la Société mauricienne des pêcheurs à la mouche de Trois-Rivières, puis organisateur principal du salon, je vous souhaite un bon succès, encore une fois, puis surtout pas de neige durant la fin de semaine des 22 et 23 novembre. Je vous remercie beaucoup, puis on vous attend. Le salon est ouvert pour tout le monde.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le BOC Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le BOC Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, cette semaine, j'appelle tous les chasseurs de cerfs, puis je dirais même, selon l'expression, je cale tous les chasseurs de cerfs à participer et à contribuer volontairement à une vaste opération de surveillance de la maladie débilitante chronique des cervidés, qu'on appelle la MDC ou la maladie du cerf fou. J'ai été étonné de cet appel aux chasseurs du ministère de la Faune récemment parce qu'aucun cas de MDC n'a été détecté chez les cervidés sauvages analysés depuis les 7 dernières années, puis ça, c'est partout à travers la province. Élise Roussel-Garneau est biologiste et spécialiste des grands gibiers au ministère responsable de la faune au Bas-Saint-Laurent. Dis-nous d'abord, c'est quoi la MDC on l'appelle la MDC, mais c'est la maladie débilitante chronique des cervidés. Oui, en fait, c'est une maladie dégénérative du système nerveux central. Donc, ça va s'apparenter, là, par exemple, à la maladie de la vache folle pour le bovin ou la tremblante du mouton. Okay. C'est pas un virus, c'est pas une bactérie, c'est vraiment une malformation d'une protéine qu'on va appeler un prion. Oui. Puis là, dans le fond, là, cette protéine-là qu'on retrouve dans la cellule, qui est anormale, elle va comme se multiplier, puis éventuellement, là, elle va faire éclater la cellule. Okay. Donc ça, quand il y a plusieurs accumulations de cellules détruites, ben là, c'est là qu'on va voir des signes neurologiques puis des symptômes apparaître de la maladie. OK, mais tout ça se passe dans la tête du cervidé, mais comment est-ce que peut se faire à ce moment-là la transmission de maladie? Oui, bien, on ne connaît pas tous les modes de transmission de la maladie, là, parce que c'est quand même une maladie assez récente. Là. Ça a été découvert dans les années 60-70 aux États-Unis. Là, fait que c'est quand même relativement récent. Fait que tous les modes de transmission sont pas nécessairement tout connus, mais les principaux modes là, qui sont plus importantes, là, ce qu'on va dire, là, c'est vraiment là, le mode de transmission dans l'urine, les selles, la salive, le sang, en fait. C'est là où contact direct avec ces zones contaminées-là, il va y avoir transmission de la maladie. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce prion-là est excessivement tolérant aux facteurs environnementaux. Okay. Donc, la sécheresse, le froid, la chaleur, il va rester plusieurs années dans l'environnement.
Donc, s'il y a un cerf qui est contaminé, qui urine, puis que 1 an ou 2 ans plus tard, il y a un autre cerf qui va brouter ce secteur-là, ben il peut être contaminé. Quand même. Est-ce que la MDC est apparente chez un cerf qui est atteint? Est-ce qu'un chasseur peut identifier un cervidé puis me dire, il me semble qu'il y a un drôle de comportement, il doit être infecté ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est vraiment apparent à ce moment-là pour le chasseur? Bien, en fait, il y a une partie qui est non apparente, là, parce que ça prend à peu près 16 à 36 mois avant que les signes apparaissent. Voilà. Donc, ils peuvent être contaminés, mais sans nécessairement avoir de signes. Mais une fois que les symptômes apparaissent, là, c'est foudroyant. Là. Ça prend juste quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, puis la mort est assurée. Là. L'animal infecté mort à 100%. J'ai déjà vu un film de chasse, puis ça se passait sur l'île d'Anticosti, pardon. Puis le chasseur, il ciblait le chevreuil, c'était un beau boc, puis le boc était dans le milieu du chemin, mais il ne bougeait pas. Puis là, le chasseur le regardait, puis là, il dit, je vais attendre qu'il bouge un peu, je vais attendre qu'il se positionne pour le tir, puis tout ça. Puis c'était long. Puis je pense que le cerf était conscient qu'il y avait des gens qui avaient une vie humaine, si je peux dire, non loin. Puis à un moment donné, il s'est tourné, puis là, c'est là que le chasseur a fait feu. Il a récolté sa bête. Mais je pense pas qu'il y ait de MDC sur l'île d'Anticosti, ça serait vraiment épouvantable. Mais qu'est-ce que pouvait avoir le chevreuil à ce moment-là de rester aussi solide, puis aussi inébranlable, puis fixe là, dans le chemin? Bien, c'est une bonne question. Tu sais, il y a des fois, c'est juste des comportements différents, mais ça peut être aussi d'autres maladies là, qui peuvent, ou d'autres parasites qui peuvent affecter. Okay. C'est sûr qu'on ne rentre pas là-dedans, mais tu sais, c'est sûr que pour l'île d'Anticosti, le risque est vraiment faible, nul. Là. Mais tu sais, ça reste que c'est tellement résistant à l'environnement qu'on continue de faire de la surveillance parce qu'il y a eu des cas dans les États américains où ça a été long avant de détecter le premier individu. Mm-hmm. Les règles se sont assouplies là, dans la zone où il y a eu des cerfs qui ont été détectés en captivité. Là. Oui. Il y a eu 6 ans de prélèvements obligatoires là, dans ce secteur-là. Là, c'est 45 km² autour de l'élevage. Mm-hmm. Puis là, après ça, il n'y a pas eu de cas, mais ça reste que c'est tellement sensible, ça prend quand même plusieurs individus avant qu'on puisse le détecter. Là. Donc, c'est pour ça qu'on continue la surveillance, puis on l'ouvre à d'autres secteurs où ce qu'on n'avait pas fait de la surveillance, comme chez nous au Bas-Saint-Laurent. Cette année, on l'ouvre parce que on est à limite aussi de certaines frontières américaines, Nouveau-Brunswick. Puis, on a aussi certains élevages aussi là, de captivité là, au Bas-Saint-Laurent. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'il y a un risque, là, c'est vraiment juste de la surveillance parce que nos modèles de risque nous disent qu'on a augmenté un petit peu notre densité, puis on est proche des frontières, puis on a des permis de garde en captivité de cervidés là, dans notre région. Là. C'est juste pour être vraiment plus... c'est la ceinture de sécurité, plus la bretelle, plus le sac gonflable, etc. Oui, bien équipé. Mais c'est ça, c'est que quand je vous parlais d'Anticosti, c'est pour ça qu'il est interdit depuis plusieurs années maintenant d'importer de l'urine de chevreuil. Donc, il n'y a aucun produit naturel qui est importé pour éviter justement la propagation. Mais lorsque vous me parlez d'élevage de cerfs en captivité, là, vous avez effleuré un peu ce qui s'était passé en 2018 là, dans l'élevage de cerfs rouges des Laurentides, où la MDC avait réussi à s'introduire dans l'élevage. Mais on ne devrait pas, si les élevages demeurent un risque, on ne devrait pas carrément interdire d'élever des cervidés en captivité? En fait, là, on fait une surveillance là vraiment très serrée au niveau de ces élevages-là. Chaque cervidé doit nécessairement avoir un test de MDC. Là. Okay. Donc,
chaque cerf qui est abattu soit par le propriétaire ou soit qui est envoyé à l'abattoir passe un test de MDC. Là. Ça, c'est obligatoire. Puis on fait le suivi serré. Même chez nous, dans certains cas, on va chercher les têtes des éleveurs là, plus récréatifs. Là. Oui. Donc, on fait ce suivi-là annuellement avec nos éleveurs. Là. Donc, ils ont quand même certaines règles. Puis là, dernièrement, la nouvelle règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'enterrer une carcasse si c'est pas clôturé. Là. OK, d'accord. Pour pas qu'il y ait des coyotes ou des ours qui aillent déterrer ça puis qui aillent traîner ça un peu partout. Là. Absolument. Donc, mais est-ce que vous avez pu identifier comment que ça s'est fait, finalement, l'introduction de la MDC dans le parc d'élevage des Laurentides? C'était un parc d'élevage de cerfs rouges, puis il y en avait quand même une très, très bonne quantité. Même le troupeau a dû être éliminé en entier. Puis dans les années qui ont suivi, bien aussi 2000 chevreuils sauvages qui avaient été abattus dans les zones 9 ouest et 10S, puis encore là, aucun cas de MDC n'avait été détecté. Mais comment est-ce que la maladie a pu s'introduire dans le parc d'élevage? Ça, en fait, là, c'est plus une enquête au niveau là, du MAPAC là, qui font ça, là, vu que c'est plus de l'élevage, là, c'est rendu. Fait que c'est plus dans cette cour-là, là, je pourrais pas vous dire exactement d'où provenait le cerf contaminé. Là. On parle du chevreuil, mais les cervidés, bien, ça comprend aussi l'orignal, puis les populations d'orignaux, comme dans l'Est du Québec, sont très importantes, mais par contre, il n'y a pas de ce genre de test, mais la MDC pourrait se retrouver chez les orignaux aussi, là. Oui, mais tu sais, dans les cas des orignaux, ce que l'expérience des zones à haute contamination d'MDC nous indique, c'est que ça prend vraiment une grosse population de cerfs infectés pour qu'il y ait un effet sur l'orignal. On s'attaque qu'aux cerfs pour pouvoir le détecter. Là. OK. Mais ce qui peut causer un frein aussi à la participation des chasseurs, c'est parce que c'est compliqué. C'est que là, ils doivent déposer la tête du gibier récolté auprès d'un boucher désigné. Donc, déjà là, en partant, si le gars veut garder sa tête pour la faire naturaliser, bien là, il y a un problème. Puis la liste des boucheries est en ligne sur le site du ministère, mais c'est pas évident quand même. Il n'y aurait pas un moyen plus simple que le chasseur pourrait faire analyser sa bête sans retrancher la tête? Les bois peuvent être gardés, là. Tu sais, nous, c'est plus une grosse partie du cerveau, plus vers la colonne, là. C'est ce secteur-là qu'on a besoin, mais tous les bois peuvent être gardés, là. La calotte, comme on dit, là, pour faire un crâne blanchi, là, selon l'expression. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Élise Roussel-Garneau, biologiste spécialiste des cerfs au ministère de la Faune. On demande la collaboration des chasseurs, donc est primordiale. La MDC ne semble pas établie au Québec, mais c'est un des rares endroits en Amérique où la maladie a été détectée dans un enclos en plus. Donc, on ne veut pas non plus que ça mine la faune sauvage environnante. Donc, on demande à tous les chasseurs de participer, de collaborer, parce qu'il y va bien sûr de la pérennité et de l'espèce et de la chasse. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous dis à une prochaine fois. Merci, bonne journée. Merci. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Bok-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Bok-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bokthorax.com.
Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et c'est ainsi que prend fin notre rendez-vous nature de cette semaine. Je souhaite une belle semaine et du succès à tous les amateurs qui profiteront des prochains jours pour aller chasser le chevreuil. Et selon le ministère de la Faune, la densité des chevreuils est en hausse à peu près partout au Québec, mais même surtout dans la zone 2. Alors j'ai hâte de voir les résultats. Puis je rappellerai qu'en 2024, la récolte de cerf a atteint quand même un sommet historique de 69 235 chevreuils récoltés. C'est 10 % de plus qu'en 2023. Puis le taux de succès du premier chevreuil pour un chasseur a été de 40 %, le taux le plus élevé jamais enregistré, parce que c'est quand même incroyable, 40 % de chance de récolter, ça se voit pas, même pas chez la perdrix. Alors, et le nombre total de chasseurs a aussi augmenté de 3 % pour atteindre 141 196 permis. Alors donc, je vous souhaite un beau boc bien panaché, et si vous pouvez, laissez passer les spikes ou les daguets qui seront de beaux spécimens dans les prochaines années. Ici Ernie Wells, merci de votre écoute. La bonne nouvelle, Rendez-vous Nature revient la semaine prochaine, et d'ici là, on peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca Rimouski, sur Balado Québec et sur YouTube, et nous lire aussi dans les éditions papier des journaux Le Soir au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Puis en terminant, une petite pensée de circonstance. Le bonheur, c'est comme la neige. Il est doux, il est pur, mais il fond. Alors, bonne semaine, puis à la semaine prochaine. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.